Décider ensemble, on est une association qui promeut la culture de la décision partagée. On essaye de faire réseau entre les différentes personnes qui font de la participation citoyenne pour permettre de promouvoir les différentes pratiques et de toujours permettre à la participation citoyenne d'être présente sur le territoire, de partager voilà, les bonnes pratiques. On a les rencontres européennes de la participation citoyenne par lesquelles on est plutôt bien identifié aujourd'hui, qui sont un grand événement qui auront lieu à Strasbourg cette année, du 17 au 19 mars, qui sont un lieu de rencontre des professionnels de la participation, mais aussi des citoyens, des citoyennes, des collectivités, pour justement toujours, avec toujours cette idée en tête qu'on cherche à promouvoir la participation citoyenne et la démocratie participative. Et dans cet esprit de promouvoir les bonnes pratiques, on a également les prix de la participation citoyenne, qui sont un prix qu'on remet chaque année depuis quelques années maintenant, qui récompense les processus de participation citoyenne dans les territoires, qui sont souvent méconnus du public. Et justement, ces prix sont une manière de les faire connaître, à toutes et tous. Et dans cette mesure, il y a la commune de Plessé qui a participé en 2021 sur sa démarche globale de participation citoyenne et qui a été récompensée avec 4 étoiles. Et en fait, cette année, dans le cadre des prix de la participation et de la refonte aussi un peu des catégories, on a choisi de mettre en place une catégorie expérience à suivre pour revenir sur des démarches qui avaient déjà été récompensées. Et c'est comme ça que Aurélie Plessé, que n'importe quoi, que la commune de Plessé a été récompensée à nouveau cette année en étant lauréate du coup de la catégorie à suivre pour sa démarche de la politique agricole alimentaire communale, qui est la démarche qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, avec nous pour présenter cette démarche, il y a Aurélie Mézières qui est maire de Plessé, Rémi Bellet qui est maire adjoint et agriculteur à Plessé, et enfin Juliette Muguet-Guénaud de Cap 44 qui a accompagné la démarche de la ville de Plessé. Donc voilà, ce webinaire, il est enregistré et disponible sur YouTube si jamais vous voulez le diffuser à l'issue ou même le revisionner. Et maintenant, je laisse la parole à Marc Papinutti pour le mot d'introduction. Marc Papinutti qui est président de la CNDP, donc de la Commission nationale du débat public, et qui a été le président du jury des prix de Décider ensemble cette année, qui a qui a récompensé du coup cette démarche. Voilà, Marc Papinutti, je vous laisse la parole. Merci et bonjour à toutes et tous. D'abord, c'est un double plaisir, un plaisir d'intervenir parce que c'est la deuxième année où je présidais le prix de la participation et pour tout le monde, je dois dire que c'est innovant. Ça montre des démarches multiples à toutes les échelles de territoire, de la petite commune très rurale à la grande métropole. Alors, pour pas embêter tout le monde, on a fait des groupes pour que chacun dans son groupe puisse passer. Puis il y avait quelques cas particuliers, les gens bien notés les années précédentes avec plusieurs étoiles, et puis voir comment ça se passe. Je rajoute un deuxième point. C'est intéressant pour tout le monde parce que à chaque échelle de territoire, bah, il y a des moyens, il y a une méthode, il y a des mises en place de systèmes et vous pouvez en profiter tous. Moi, je recommande le petit bouquin qui fait la synthèse, qui doit être aussi sur Internet, mais aussi le site de Décider ensemble sur les prix de la participation. Et vous verrez des tas d'expériences, et ceux qui ont été bien notés sont particulièrement performants sur ce sujet, comme pour reprendre les mots modernes, mais des tas d'expériences, des tas d'évolutions, des tas de petits actes, de petits gestes qui sont formidables. Et puis la commune de Plessé, c'est un peu particulier parce qu'elle avait déjà eu des étoiles, et elle a vu des étoiles parce qu'en fait, c'est une stratégie de long terme. C'est pas un premier jet, c'est une stratégie de long terme. C'est une problématique qu'on connaît tous, la politique agricole. Alors, il y a un bon jeu de mots bien trouvé par Madame la maire, mais c'est en plus plus fondamental quand on est entre limite entre zone rurale, zone urbaine, toutes les problématiques qu'on peut imaginer. Et là, je trouve que la prise en main
du sujet par d'un côté la mairie et l'équipe municipale, mais aussi par des citoyens, puis avec évidemment les professionnels du secteur, ben, ont des résultats qu'elle nous présentera qui sont remarquables. Et comme je le dis, c'est pas un one shot comme on aime bien dire aussi. C'est vraiment quelque chose de profond. Et moi, je trouve que pour tout ce monde, c'est assez extraordinaire de d'écouter des expériences qui marchent et qui sont pour moi une très grande fierté de ce que c'est que la participation dans une collectivité ou dans une entreprise ou dans un grand établissement public, mais là, avec une taille différente des habitudes. Voilà, Madame la maire, pardon, excusez-moi, je vous laisse présenter brillamment avec votre équipe ce dossier que j'ai trouvé passionnant, tant il est profond, attaché au territoire. Il n'est qu'une facette de tout ce que vous faites, donc bravo à vous et c'était vraiment très mérité. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, merci. Donc, je suis Aurélie Mézières, maire de la commune de Plessé. Je vais laisser Juliette de Cap 44 se présenter aussi, parce qu'on va le faire à plusieurs voix, cette présentation. Oui, bonjour tout le monde. Juliette Migueguenot, qui a accompagné la commune sur le volet agricole de cette PAC depuis 2021. Je- Voilà, et nous aurons Rémi Il est là. Bellé, je pense qu'il est connecté. Oui, 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 il est là. C'est Il est bon. là. Bonjour, bonjour tout le monde. Premier adjoint sur la commune de Plessé, donc Rémi Bellé, vice-président sur Redon Agglomération, aussi en charge de l'agriculture et du plan climat, air, énergie. Voilà. Et aussi forcément agriculteur sur la commune, éleveur laitier et producteur de camembert. Voilà, à Plessé. On est à peine en Normandie, mais pas très loin. Donc on fait un super camembert. Je dirais pas meilleur que les Normands, mais quand même pas loin. Je ne peux pas dire autrement puisque je suis normande d'origine, donc voilà, je mets un bémol quand même, mais il est excellent. Euh, voilà, donc on va faire cette présentation à plusieurs voix. Je vais introduire brièvement les contours de Plessé déjà pour resituer. Voilà, on a une petite carte pour savoir où est-ce qu'on est en France. Donc on est dans le département de Loire-Atlantique, aux portes de la Bretagne, donc dans un territoire très rural. On est une commune de 5 400 habitants à peu près, répartie sur 3 bourgs. Et la commune fait 104 km². Donc elle a quand même cette particularité d'être très étendue, avec voilà, beaucoup de hameaux et d'habitats dispersés. Euh, la commune est très, on va dire, à garder ses haies, etc. Mais tout ça, on va y revenir sur le bocage. Mais c'est important de resituer en fait exactement pour que vous compreniez d'où on part et où on va aller tous ensemble pendant ce webinaire. Donc 104 km² et on a donc nous on est élus depuis 2020 avec la particularité d'avoir extrêmement travaillé la participation citoyenne. Donc en fait à Plessé, je vais pas aller là-dessus parce que c'est pas le sujet, mais juste pour dire qu'on n'a pas de commission municipale à Plessé par exemple, on n'a que des comités consultatifs qui sont ouverts à tous les habitants à partir de 14 ans. Ces habitants qui s'impliquent avec nous, avec les élus, on les appelle les VIP, les volontaires investis à Plessé. Vous noterez qu'on a plein d'acronymes comme ça qui sont des clins d'œil, mais en tout cas qui permettent de raconter une histoire. Et les VIP donc sont avec les élus à travailler sur tous les sujets. Nos comités consultatifs sont au nombre de 8, avec des thématiques, on va dire, qui sont
très classiques comme l'enfant jeunesse, les associations, etc. Et on a un comité qui n'est pas de la compétence communale, mais les communes ont la compétence générale, donc elles peuvent aller à peu près sur tous les sujets. C'est l'agriculture. Donc il y a un comité que Rémi, qui est avec nous, s'occupe, qui est le comité agriculture, alimentation, biodiversité, environnement. Et ce comité a été créé parce que on est parti du constat qu'il y a 92 exploitations sur la commune. Donc c'est une agriculture qui est un vrai euh, vraiment pourvoyeuse d'emplois non délocalisables et une véritable économie locale. Voilà, 92 exploitations, c'est énorme. Et c'est un pan qui était, enfin, qu'on peut juste pas ignorer dans nos politiques, même si l'agriculture est généralement, bah, soit c'est plutôt la région, l'État ou l'Europe. Donc on a décidé de s'en occuper puisque on est parti aussi du même constat qui n'est pas propre à Plessé mais qui est propre à l'ensemble de la profession et sur le territoire, c'est que une grosse partie des chefs d'exploitation a plus de 55 ans et on sait que dans les années qui arrivent et les années qui sont déjà passées mais ça s'accélère encore plus, il y a beaucoup de départs et bah, quid de ces fermes qui sont finalement un déterminant pour l'économie de la commune, puisque c'est pas seulement des fermes et de l'économie, c'est aussi des familles, donc des familles bah, qui sont dans les associations, des enfants qui sont dans les écoles, etc., etc. Et on s'est vraiment dit, et je reprends les mots de Rémi parce que je les prends tout le temps et c'est des très 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 jolis mots, qui dit qu'à la tristesse d'une commune sans paysans et paysannes, on préfère largement des corps de ferme vivants. Et donc l'idée globale de la PAC, c'était vraiment de pouvoir aider les agricultrices et les agriculteurs dans leur métier, de les épauler dans la transmission des fermes, de valoriser, de communiquer sur ce métier essentiel, préserver et protéger les ressources naturelles ben, de notre commune. Et ça, c'est tout ce qu'on a mis autour de la table. Et je vais laisser la parole à Rémi qui va rentrer plus du coup pourquoi, enfin comment on en est arrivé à écrire cette PAC qui au début était une grande feuille blanche avec les citoyens. Et Rémi, tu peux peut-être dire qui sont, enfin qui est venu avec nous en termes de citoyens, de profils, etc. C'est à moi de jouer là. Oui, Rémi. Euh, je vais redire ce que vient de dire Aurélie. C'est vraiment, on est parti d'une feuille blanche. Souvent dans les communes, on voit qu'on nomme un référent agricole sans vraiment d'action précise en fait autour de ce terme de référent agricole. Euh, nous allô? Non, nous en fait le fait de travailler en fait sur l'agriculture euh, et quand même en fait de placer un premier adjoint en fait au niveau de l'économie agricole, de l'environnement, de la biodiversité et de l'alimentation. Ça voulait tout dire en fait aussi de de notre envie de travailler avec le territoire, avec notre terroir et avec voilà le vivant qui est autour de nous. Donc c'était pour nous hyper important et de se dire bah qu'est-ce qu'on en fait de tout ça. Donc vraiment bah on est parti de cette feuille blanche. On a réuni tout le monde autour de la table. Alors on était à la première réunion, je pense qu'on était à peu près 45 personnes. J'ai demandé à tout le monde bah, qu'est-ce que vous venez faire là d'abord. Et puis en fait de fil en aiguille les gens en fait bah pour nous c'est ça l'agriculture, pour nous c'est ça l'alimentation, pour nous c'est ça l'environnement, la biodiversité. Et à Plessis faut faire telle ou telle chose. Et du coup le fait d'amener en fait les gens à réfléchir là-dessus, et ben ça nous a amené à avoir une vision hyper globale
de l'économie agricole en fait sur un territoire. Pour nous, l'économie agricole, c'est pas simplement en fait les exploitations agricoles, c'est l'alimentation, c'est l'environnement, c'est tout ce qui entoure en fait ces fermes qui est hyper important et de bien se dire voilà, on veut absolument en fait sauvegarder et garder toutes ces fermes en fait qui existent depuis très longtemps et que du coup on veut absolument que lorsque on rendra notre tablier en fait d'élus, on ait exactement le même nombre en fait d'exploitations agricoles en fait sur la commune. Pour l'instant, c'est parti gagné. C'est pas simple. Le monde agricole est un monde un peu. Alors, je suis agriculteur, je peux me permettre de dire ça. C'est un monde à part, un peu à part en fait du monde. Des habitants et autres parce qu'on a notre propre chambre d'agriculture, on a notre propre mutualité avec la MSA. Vraiment, des fois, on a l'impression quand on regarde ça de haut que l'agriculture travaille forcément en fait pour son territoire et autres, mais elle est en parallèle des fois et du coup on voit pas de lien en fait précis en fait entre les agriculteurs et les agricultrices et puis la collectivité, entre ce monde-là et puis les habitants, on voit vraiment pas de lien. Donc en fait notre cheminement nous a été un peu vers là quoi, de dire eh ben comment en fait l'économie agricole peut rentrer en fait dans le quotidien des gens, peut rentrer dans le quotidien en fait d'une collectivité et pour moi en fait en gérant le projet agricole et alimentaire des territoires avec l'agglo, comment en fait l'agriculture peut rentrer en fait dans une agglo. Voilà, c'était un peu la façon de faire. Du coup, en fait, suite à cette première réunion-là, on s'est dit, bah, on va pas le travailler tout seul, ce truc-là, parce que ça va être un chantier énorme. Et voilà, et on s'est dit, bah, faut absolument qu'on soit accompagné. Euh, voilà, moi, je suis plutôt, en fait, dans mon cœur en fait de métier est plutôt en fait tourné vers le monde paysan et plutôt tourné vers la Confédération paysanne, mais ça n'empêche en fait qu'il y a un panel en fait d'idées en fait au niveau de l'agriculture. Donc on s'est quand même dit entre nous voilà, faut qu'on reste en fait dans notre ligne politique parce que quand même quand on est élu on a quand même une ligne politique et de se dire bah on va travailler en fait avec la Confédération paysanne en fait sur ce cheminement-là, mais tout en gardant en fait un lien étroit en fait avec les chambres d'agriculture et les autres structures en fait qui existent au niveau de l'agriculture. Et du coup, c'est pour ça qu'on travaille avec Cap 44, donc Juliette est là, qui est une structure qui émane en fait de la Confédération paysanne. Et du coup, bah, de fil en aiguille, eh ben, on s'est dit, bah, c'est quoi la globalité en fait d'une démarche, d'une politique agricole communale sur la commune. Donc, on va dérouler après du coup le fil en fait du webinaire, si vous voulez. Voilà, on voit le cheminement. Donc voilà. Du coup, les objectifs de la PAC. Euh, de un, en fait, comme je le redis, c'était vraiment maintenir toutes les exploitations agricoles sur la commune. Et puis là, je vais peut-être laisser parler un peu Juliette, en fait, de les actions qui mènent, en fait, parce que on n'a pas tout inventé non plus. Il y a aussi, en fait, la structure CAP 44 qui travaille, voilà, au sein des collectivités. Et je vais laisser Juliette en parler. Merci. Bonjour à tous du coup. Donc je vais présenter CAP 44 donc, qui a été sollicité par la commune de Plessé en 2021, donc un petit peu le temps que ça se mette en place après le choix en fait des Plécéens de cette équipe municipale. Alors du coup peut-être dire d'abord qui on est. Donc CAP 44, on est une structure qui est une société coopérative d'intérêt collectif qui est effectivement issu du syndicat agricole de la Confédération paysanne, mais qui n'a pas d'activité syndicale du tout, qui est seulement, en fait, enfin seulement, c'est déjà pas mal, mais de l'accompagnement au maintien, à la promotion de l'agriculture paysanne. Donc, notre cœur de métier, c'est l'accompagnement des personnes qui sont en projet d'installation agricole qui souvent enfin parfois issus d'une reconversion, donc n'ont pas forcément tous les outils en main pour s'installer. Donc on va vraiment les accompagner sur du long terme pour découvrir le milieu agricole et s'installer. On accompagne aussi les exploitants, exploitantes agricoles qui souhaitent transmettre leur ferme ou quitter ou terminer leur activité.
Et par ailleurs, donc ça c'est vraiment notre cœur de métier, de travailler sur l'installation, la transmission, mais aussi les collectifs agricoles, comment on fonctionne en collectif, comment on travaille sur l'humain en agriculture. Et on est de plus en plus sollicité par les collectivités, donc le plus souvent les communautés de communes, mais là dans le cas de Plessé, du coup c'est directement une commune, pour essayer d'animer en fait cette réflexion, installation, transmission et tout simplement faire le lien entre les politiques qu'ils peuvent déjà avoir dans le cadre des projets alimentaires territoriaux qui sont plutôt dans un premier temps des politiques alimentaires, mais faire le lien avec les politiques agricoles. Et tout simplement relocaliser l'agriculture pour relocaliser l'alimentation. Voilà, donc là, du coup, notre cœur de métier, c'est une seule, enfin, correspond à une des parties de la politique agricole et alimentaire de la commune de Plessé. C'est la partie agricole. Et est-ce que, bah, peut-être que je déroule du coup ce qu'on a fait. Enfin, peut-être l'objectif qui avait été les objectifs d'accompagnement de CAP 44, ça avait été déjà la promotion de l'installation agricole sur la commune. Donc, du coup, c'est poursuivre la dynamique engagée. On organise, vous voyez la petite image là sur votre écran des cafés installations. C'est des moments de rencontre entre paysans et porteurs de projets sur le territoire où on parle de tout un tas de choses qui peuvent intéresser les uns les autres et où surtout on permet une mise en relation et finalement des fermes qui se reprennent en fait de fil en aiguille, pas forcément directement, mais voilà, on permet de vraiment faire le lien à un endroit enfin voilà, où tu parlais du milieu agricole, parfois les gens qui viennent d'un autre milieu ont du mal à rentrer dedans, donc nous on essaye de permettre cette passerelle en fait pour rentrer dans le milieu agricole. On avait souhaité aussi, comme autre objectif de la commune, sensibiliser et accompagner les agriculteurs à la transmission. Comme je crois que c'est Aurélie qui expliquait qu'il y avait un fort pourcentage, alors j'avais les chiffres, voilà, il y avait 36% des chefs d'exploitation de la commune qui avaient enfin, qui avaient en 2021 plus de 55 ans, donc ça fait 48 personnes. L'idée, c'était de leur dire que la commune était là pour les aider dans leur transmission. Donc ça, c'est pas toujours évident. C'est un sujet qui est encore difficile à aborder auprès des exploitants et exploitantes, mais en tout cas, on a fait des démarches, on a accompagné plusieurs personnes et on a permis plusieurs transmissions réussies en fait de fermes sur la commune. Voilà, c'est l'idée aussi de travailler sur la stratégie foncière de la commune. Donc en fait, en partant de rien, savoir qu'est-ce que la commune peut mettre en place, veut mettre en place pour travailler sur le foncier agricole. Il y a beaucoup de terres agricoles sur la commune, hein, c'est une commune très étendue. C'est de savoir un peu qu'est-ce que les citoyens veulent mettre en place et comment, enfin voilà, comment on facilite en fait aussi les installations par le maintien du foncier agricole. Euh, et je développe peut-être en fait donc comment ça s'est passé concrètement. 444 anime un groupe qui fait partie du comité dont on a parlé là autour de l'agriculture, de l'alimentation et de la biodiversité. Il y a un sous-groupe, on va dire, qui s'appelle le groupe Avenir Paysan, qui est composé d'anciens paysans, de paysans et paysannes en activité, de porteurs de projets et quelques citoyens aussi qui sont juste intéressés par le sujet agricole. Et donc, on a créé trois groupes de travail, un sur l'animation plutôt sensibilisation grand public, l'autre sur l'installation-transmission, donc c'est accueillir des porteurs de projets sur la commune, faire le lien, l'accompagnement dont je parlais sur la transmission. Et puis l'autre, c'est sur les questions foncières agricoles, où là, on a travaillé plutôt à une montée en compétences en fait de tout le monde sur qu'est-ce qu'est le foncier agricole, sur quoi on peut agir, mais aussi sur quoi on peut pas agir finalement, et qu'est-ce qu'on a envie de faire avec qu'on a comme aboutissement une réflexion sur, par exemple, des préemptions de terres pour des installations. Enfin, on va peut-être pas développer là-dessus, mais voilà, on a été sur tous ces sujets-là. Alors, il n'y a pas eu de création d'outils clés en main parfait pour résoudre toutes les problématiques de la commune. Mais en tout cas, le fait que la commune s'en saisisse, ça permet vraiment de faire, de faire ce bruit de fond, en fait, cette petite musique, de se dire, voilà, c'est un sujet, la commune de Plessé va aider les porteurs de projets, va aider à trouver du foncier et va aider les fermes existantes à être transmises. Et ça, c'est vraiment ce qui est primordial. Euh, Quoi d'autre? Peut-être dire que on parlait des 26 départs, 26 installations. Là, c'est ce qu'on a compté, tout simplement. On a fait une cartographie
des fermes et des installations. Et donc, on a découvert qu'en fait, il y avait autant de départs que d'installations pour l'instant. Après, il y avait peut-être aussi une vague d'installations qui, pour l'instant, a l'air de se tarir un peu. Donc, c'est pas, tout n'est pas dû en fait au travail de la commune et tout n'est pas, et comment dire, tout n'est pas voilà, imputable à la commune. Évidemment, il y a aussi une conjoncture. Voilà, les installations étaient aussi peut-être explicables par tout un tas de choses, dont un réseau agricole très dense et très important sur la commune ce qui est vraiment primordial en fait. Hein. La, la politique communale est une chose et c'est très important que les porteurs de projets sentent qu'il y a cette volonté d'installer. Mais l'autre chose, c'est maintenir les réseaux, maintenir les coopératives d'utilisation du matériel agricole, maintenir tout ce qui fait en fait le lien entre, enfin, et la discussion en fait entre dans le secteur, quoi, dans ce corps de métier. Si je peux juste me Oui, permettre, Juliette, c'est vraiment globalement la PAC qui a 6 axes et qu'on va dérouler là. Enfin, vous avez vu le un et le 2 dont vient parler Juliette. L'idée, en effet, c'est de pas faire à la place d'eux. Il y a plein de structures qui existent. Rémi en a parlé et Juliette en est un exemple. Mais c'est vraiment de se mettre en animateur de territoire. Et c'est ce qu'on fait, en tout cas à Plessé, avec l'ensemble des politiques qu'on mène. C'est de mettre toutes les forces vives autour de la table, de monter en compétence les gens de bien connaître les dispositifs qui existent et justement les différents comme là la SAFER, enfin etc. Tu vas pouvoir y revenir. Mais voilà, c'est vraiment être animateur de territoire et pour nous en tant qu'élus, on se positionne vraiment comme ça en fait. Voilà, juste un petit ajout. Je te laisse dérouler. je pense que Rémi, tu introduiras un peu plus en détail le foncier agricole. Moi, je voulais juste terminer sur la slide d'avant, donc plutôt l'animation, installation, transmission, et dire que on a choisi depuis 2022, enfin, la commune a souhaité faire une journée du patrimoine agricole parce qu'il y a aussi sur la commune une historique et importante voilà, agricole. Il y a vraiment des choses à maintenir, aussi bien au niveau paysager, architectural, patrimonial en général. Et donc, c'était pouvoir faire venir le grand public sur les fermes qui, voilà, tout le monde n'a pas accès aux fermes. Et là, c'était ouvrir les fermes pour discuter aussi sur des sujets comme le foncier, l'installation transmission, mais aussi le sujet de l'eau qui a été abordé l'année dernière. Des sujets qui touchent tout le monde, mais dont on parle pas toujours quand on n'est pas du milieu avec cette vision agricole. Donc voilà un petit peu pour, je regarde si j'ai tout déroulé, les cafés installations, la journée du patrimoine. Après, on accompagne donc de manière individuelle ou collective des paysans paysannes à la transmission, enfin tout ce qui peut leur être utile. En fait, on est là, on répond, on va dire, le fait d'avoir un partenariat avec la commune fait qu'on répond systématiquement aux sollicitations, ce qu'on peut pas forcément faire sur tout le territoire. Mais là, moi, j'accueille directement dans des salles communales des porteurs et porteuses de projets qui s'intéressent à la commune de Plessé. Alors, qui peut-être finiront par s'installer ailleurs. Ça, on n'est pas maître de leur choix. Mais en tout cas, ils savent qu'ici, il y a un accueil et clairement, les installations appellent les installations. Pareil pour, enfin, que ce soit bio ou non bio, mais en général, voilà, on a vraiment des dynamiques comme ça. Tout le monde en Loire-Atlantique sait que la commune de Plessé est ouverte aux installations. Donc c'est aussi ça le bruit de fond. J'avais juste rapidement, j'avais au téléphone une journaliste hier qui me disait oui, enfin, préférer les terres pour de l'installation agricole, c'est du favoritisme par rapport aux autres activités de loisirs. Et voilà, alors tu me diras Aurélie, enfin, tu me diras Rémi si si j'ai si vous enfin vous avez envie de me contredire ou pas, mais j'ai envie de dire oui, c'est du favoritisme si on peut appeler ça comme ça, dans le sens où c'est une politique en fait vraiment affirmée et c'est un vrai choix quoi. Donc alors est-ce qu'on peut dire favoritisme? C'est un terme peut-être qui nous correspond pas, mais en tout cas c'est des choix qui sont assumés pour le coup. Euh, voilà et qui font parler d'eux. Je vais peut-être te laisser, Rémi, sur la partie, je pourrais compléter, mais sur la partie foncière. Euh, voilà, je pense que, je sais pas. Ouais, je vais parler du foncier.
Je rejoins complètement Juliette et puis Aurélie, hein. On est vraiment là en tant qu'animateur en fait de territoire et du coup ça amène en fait du monde vers nous et c'est ça qui est chouette. Maintenant il faudrait que que ça soit essaimé en fait dans chaque commune et c'est ça qui pourrait être bien en fait. Et du coup c'est ce qu'on on communique beaucoup sur cette PAC. À côté de nous, un peu partout en France, même même en Europe. Mais du coup, en fait, l'idée, en fait, c'est que on essaime en fait ça aussi, quoi. C'est pour nous ça, on n'a pas l'impression, pour moi en tout cas, moi j'ai pas l'impression de faire beaucoup de choses en fait par rapport à ça. C'est simplement en fait de d'avoir lancé ce dynamisme-là et quand j'entends les mots de Juliette qui dit voilà qui nous dit bah voilà les gens viennent vers PC parce qu'il y a cette dynamique-là. C'est qu'on a gagné quand même quelque chose autour du monde agricole et du coup voilà donc je trouve ça chouette. Euh, et quand même, je vais redire aussi ça. C'est pas hyper facile non plus de parler d'agriculture en fait sur nos territoires. Comme je disais tout à l'heure, c'est un monde un petit peu en parallèle des fois. Et du coup, d'aller chercher en fait des cédants pour leur dire, bah voilà, dans 2 ou 3 ans, ta ferme va être à reprendre et tout ça, bah c'est pas bien facile. Déjà parce que faut aller le voir, de deux en fait parce que lui il n'y pense pas du tout à reprendre à transmettre sa ferme puis de trois en fait. Bah, on rentre chez lui quoi. On rentre dans son corps de ferme, dans son corps de ferme et tout ça. Et des fois en fait c'est pas bien facile. Mais pour autant en fait la première démarche est difficile et puis après bah voilà, ça ouvre en fait des idées, ça chemine en fait dans les têtes en fait des transmettants et du coup ben on y arrive par moment en fait à trouver en fait des terrains d'entente et puis amener en fait des porteurs de projets vers sa ferme et puis après bah c'est à eux en fait de voir les choses hein, entre le transmettant et puis le porteur de projet de voir si ça match ou pas quoi. Et l'autre chose qui est pas bien facile au niveau de l'agriculture, bah, c'est le foncier. Parce que les terres, c'est quand même des terres et la terre, c'est ma terre et c'est pas la terre de l'autre. Et du coup, des fois, bah, c'est bien difficile à se dire bah, comment on va transmettre en fait ces terres-là. Et puis moi, voilà. Et puis certains propriétaires disent, eh ben en fait ces terres-là, on va les mettre à lui et puis pas à elle ou pas à lui et voilà et ainsi de suite. Et du coup, il y a donc c'est compliqué aussi au niveau du foncier. Et puis, ce qui est compliqué aussi, c'est souvent en fait les agriculteurs et les agricultrices, ils n'ont pas bien gagné leur vie en fait sur toute une période. Et à la fin, en fait, à la retraite, eh ben, c'est pour eux aussi la vente de tout ça, de cet outil-là. Et ben, comment faire en sorte que, c'est possible en fait pour un porteur de projet d'acheter, mais pas, voilà, d'acheter, mais pour que ça soit rentable derrière. Donc, à chaque porteur de projet qu'on croise au niveau de la commune, on leur dit, ben, vous venez sur Plessé, ok, peut-être que l'exploitation est chère et tout ça, mais il va falloir travailler, il va falloir y mettre en fait de l'ardeur au travail pour que derrière en fait il y ait des résultats et que parce que du coup quelque part nous la commune on s'engage en fait même si c'est pas nous qui achetons en fait la ferme et autres mais on s'engage auprès d'eux à ce qu'ils s'installent en fait sur notre territoire et si derrière en fait l'installation est pas viable ou parce que en fait voilà ils sont en difficulté économique et ben quelque part nous ça nous gêne aussi parce qu'on a mis des porteurs de projets en fait en action en fait sur notre territoire et du coup bah c'est ça marche pas quoi. Donc vraiment on leur dit en fait que vous rentrez quand même ils rentrent en fait dans un corps économique et que voilà quand on rentre en fait dans une entreprise économique comme ça, il ben faut que ça soit derrière en fait rentable. Donc concrètement par rapport au foncier, on reste vigilant sur les transactions foncières qu'il y a sur notre commune par l'outil qui s'appelle Vigifoncier de la SAFER. Alors ça, je le répète et je le répéterai tout le temps. Les communes en fait, ils ont le droit de regard là-dessus. Souvent en fait, il y a des conventions qui sont signées entre les SAFER et la commune ou entre la SAFER et les EPCI en fait qui entourent les communes. Donc, vous êtes en droit, vous, en fait, élu, d'aller voir, en fait, sur l'outil Vigie foncier pour voir quelles transactions foncières qu'il y a,
qu'il y a en fait entre des cédants et des repreneurs. Et c'est par cet intermédiaire-là que nous, communes, on peut agir par exemple, on a préempté 3 fois sur les 4 dernières années pour mettre justement des terres qui partaient plutôt en loisirs ou voilà en loisirs. C'est-à-dire que quelqu'un voulait mettre sa caravane à côté d'un étang et puis pêcher de temps en temps. Voilà, alors qu'on savait qu'il y avait une porteuse de projet qui voulait en fait 3 hectares autour d'un étang pour son activité de fleurs. Donc voilà, on a préempté pour elle et du coup maintenant elle est installée et puis ça roule. On a aussi préempté une autre fois parce que les prix des terrains s'envolaient. Nous les terres en fait sur Plessé ils sont entre 1500 et 2000 euros et là en fait on voyait 8 hectares de vendus à 8000 euros de l'hectare, donc beaucoup trop. Et du coup, on a arrêté la vente. C'est-à-dire que nous, on a préempté pour révision de prix, ça s'appelle. Et puis du coup, ben le vendeur, il a retiré le bien de la vente et puis l'acheteur, il a pas acheté quoi. Tout ça parce que on veut pas que les prix des terres augmentent, et qu'il y ait une spéculation sur le foncier agricole, parce que derrière, c'est souvent des jeunes qui s'installent et qui n'ont pas forcément tous les moyens. Et puis voilà, en fait, au niveau du foncier, comment on peut agir? Parce que Juliette en a parlé en fait avant, c'est que on peut aussi mettre en place en fait des outils sur nos communes. Ça sera peut-être sous un autre mandat qu'on mettra ça en place. Ça serait très bien. Juste, on met quand même en place au niveau de Redon Agglomération, de toute le PCI, un observatoire du foncier. Donc, on aura en fait un œil en fait sur tout le foncier, comment il bouge en fait sur un territoire. Et du coup, autour de cet observatoire-là, on aura tout un groupe de travail pour voir comment on peut bien faire les choses. Et je pense en fait que c'est hyper important pour nous collectivités d'avoir en fait ces regards sur le foncier parce que demain on aura besoin de foncier nous les collectivités pour beaucoup de choses, pour beaucoup de projets en fait sur nos collectivités. Et du coup c'est là il faut vraiment anticiper en fait ces demandes de foncier agricole. Parce que ça pourrait être du foncier agricole qui est pour de l'énergie, ça pourrait être du foncier agricole pour installer encore d'autres personnes, ça pourrait être du foncier agricole pour compenser en fait des pertes de foncier sur certains endroits. Donc pour nous c'est hyper important et c'est un enjeu primordial pour les collectivités. Voilà, le troisième volet de notre politique, je passe, hein, vous poserez des questions après. Comme je disais, c'est vraiment privilégier une agriculture économiquement viable, plurielle et durable. Euh, on est à peu près la moitié en fait, des fermes surplacées sont en agriculture biologique, hein. Donc c'est déjà très très bien. On accueille tous les porteurs de projets. Et puis du coup voilà et aussi les porteurs de projets en agriculture biologique. Parce que derrière, en fait, on a notre regard aussi sur la biodiversité et sur l'environnement. Voilà, il y a toujours en fait des porteurs de projets qui s'installent hors agriculture biologique et du coup, on n'est pas contre ça, au contraire, parce que du coup, c'est aussi une autre agriculture, c'est très bien. Mais n'empêche en fait qu'on est attentif en fait à ces mouvements aussi par rapport à l'agriculture biologique. Voilà, on avait fait aussi un observatoire des fermes en fait sur la commune pour savoir ce qui manquait en fait en production sur la commune. Au tout départ, il manquait du maraîchage, il manquait un peu d'arboriculture. Donc voilà. Alors maintenant, il manque pas trop de maraîchage parce que on a ce qu'il faut en producteur en maraîcher. Mais il manque des arboriculteurs. Donc là, on est en lien avec un arboriculteur là, et puis voilà. Bizarrement, il y a aussi un porteur de projet en viticulture qui est venu taper à notre porte. Donc voilà, on va l'accueillir et puis voir en fait si un jour on pourra faire du vin sur Plessé. Alors c'est un truc de fou quoi, mais ça peut, pourquoi pas. Je sais que dans le temps, mon papa me disait qu'il y avait des vignes à Plessé, donc voilà. Il était pas très très bon, mais peut-être que ça s'améliorera. Voilà. On a marqué aussi dans nos objectifs sauvegarde des races menacées. Ça, l'idée aussi,
On a accueilli en fait à Plessis, je sais pas si on peut dire accueillir, mais en fait il y a eu une fête qui s'appelait la fête de la vache Tantaise à Plessé, qui a commencé en 97 et qui s'est arrêtée en 2018, euh, qui travaillait, et qui voulait animer en fait toute une dynamique en fait sur la préservation des races menacées. Alors c'était plutôt la vache nantaise sur Plessé, mais derrière la vache nantaise il y avait beaucoup de races à faible effectif qui sont menacées. Et du coup en fait cette fête-là a amené aussi tout un regard en fait sur justement cette biodiversité animale en fait qui peut exister en fait sur nos territoires et qui peut amener aussi un peu des niches en fait, mais des niches en fait de d'économie agricole via en fait la transformation de produits laitiers, via la transformation de viande ou via la transformation aussi des semences en fait végétales en fait très vieilles en fait qu'on peut remettre à l'ordre du jour. Donc vraiment en fait cette fête nous a aidé aussi à ouvrir en fait ce champ en fait sur cette idée possible des sauvegardes en fait de races menacées. Et puis bah voilà, au niveau en fait de l'agriculture économiquement viable. Après, vous pouvez rajouter des choses, hein, Aurélie et puis Juliette, hein, si vous voulez. Attends, il y a une slide qui montre après l'ensemble de, mais ça va pas à l'écran. Je pense que ça va peut-être être un peu petit, mais si vous pouvez passer à la slide suivante, mais c'est un peu petit, mais c'est pour montrer la répartition des exploitations justement sur la commune. Et en effet, on a beaucoup de maraîchage. Alors, on est plutôt une terre d'élevage. Et là, on a du maraîchage qui est arrivé, de la fleur coupée, voilà, bio, local. Ça, c'est un beau projet. Et puis, un ensemble de porteurs là qui arrivent et qui vont permettre aussi une diversification qui est intéressante sur le territoire. Je pense qu'on peut passer à l'action suivante, à la slide suivante. Alors, favoriser les circuits courts. Rémi, tu veux en parler? Ouais, donc dans l'idée, ben, on accueille en fait des porteurs de projets. Beaucoup de porteurs de projets veulent sont pas forcément issus du monde agricole et du milieu agricole. Arrivent en fait avec plein d'idées, plein d'imagination. Nous, on veut faire la transformation de plein de produits, puis vendre local. Donc l'idée autour de ça, ben, c'était aussi à nous en fait commune de s'organiser autour de ces porteurs de projets et de se dire bah voilà c'est où est-ce qu'on mange en fait à Plessé quelque part. Donc on mange forcément à la cantine, on mange au restaurant, on mange voilà les gens viennent acheter en fait sur le marché dans la supérette en fait et du coup, comment nous, en fait, on peut favoriser l'émergence et la vente en fait des produits qui sont fabriqués en fait sur la commune. Donc la première des initiatives en fait c'était au niveau en fait de la cantine du restaurant scolaire, de la mise en place de la régie directe. On travaillait avec une entreprise avant et puis on s'est dit bah non, ça serait vraiment mieux en fait qu'on ait un ou deux cuisiniers et puis qu'on fasse nous-mêmes en fait nos plats en fait à la cantine. Et du coup, c'est ce qui s'est passé à partir de en juillet 2023. Il y a deux cuistottes qui sont arrivés à la cantine de Plessé et puis du coup, on a ouvert en fait notre régie directe. Alors, je vois la question, combien de repas? C'est 450 repas chaque jour en fait à la cantine. Euh, de un, en fait, ça crée un débouché en fait au niveau de nos fermes, des fermes de la commune, et de deux aussi, ben voilà, on voulait aussi travailler en fait sur le mieux manger en fait dans la cantine. Et pour ça, on a mis aussi en fait un copil en place et on a travaillé avec le mouvement des cuisines nourricières et le groupement des agriculteurs biologiques en fait de Loire-Atlantique autour en fait de cette thématique. Résultat assez probant par rapport à ça, juste
Juste un chiffre, avant à peu près il y avait 130 grammes de gaspillage par enfant et par jour, alors c'est déjà énorme, je trouve. Et du coup là actuellement on est plutôt à 80 grammes par enfant et par jour en fait de gaspillage. Alors quand je parle de gaspillage, c'est soit des repas pas pris ou ou voilà le rebut à la fin de du repas quoi. Mais voilà, donc on a vraiment gagné en fait en quantité en fait d'aliments jetés à la poubelle, et c'est très bien, très très bien. On a aussi en fait en projet la création d'un magasin de producteurs. Là, on voulait pas porter le projet parce qu'on avait déjà bien assez de projets à travailler autour de ça. Donc là, un groupe d'habitants se sont pris en main et puis nous ont proposé une idée en fait d'une épicerie associative à Plessé, et qui va être sans doute qui va être mise en place à partir de d'avril cette année dans un bâtiment communal. Donc on va les épauler en fait sur les premières années, et puis après ben l'idée en fait c'est qu'ils volent en fait de leurs propres ailes. Euh, Rémi, oui. je me permets juste par rapport à la cantine de bien insister sur le fait que ça, c'est un des leviers le plus facile, entre guillemets, pour les élus, puisque c'est de la compétence communale. Voilà, c'est un outil qui est formidable. Et en plus, Rémi disait, il y a plein d'autres endroits où on mange des produits par les fermes aux alentours. Et donc, on a écrit aussi un plan alimentaire de référence pour vraiment réfléchir à la cantine. Aujourd'hui, c'est pour les enfants, mais demain, c'est pour qui? C'est comment on vit ce moment de cantine aussi, qui n'est pas juste de mettre de la nourriture pour les enfants, mais ça a tout plein de sens. En tant que collectivité, c'est de la restauration sociale. Donc c'est important d'avoir un devoir de santé, de ce qu'on met aussi dans l'assiette des enfants. Donc l'objectif est d'arriver à du 100% bio local. Alors la notion de local, je sais, il y aura autant de définitions que de personnes autour de cet écran. Mais en tout cas, nous, c'est au maximum région. Et bien sûr, vous allez me dire pour le sucre ou les bananes, c'est d'être dans du commerce équitable. Euh, etc. Mais aujourd'hui, on est à 64% de bio et au niveau de la loi Egalim, si on inscrit tous les critères, on est à plus de 70% et l'objectif est d'être à 100%, bien sûr. Donc en prenant le temps de y arriver avec donc 450 repas par jour sur 4 sites différents, puisque je vous ai dit la commune était très étendue. Il y a 4 sites de cantines. Voilà. Et juste pour continuer sur ce sujet-là, c'est que on va travailler en fait cette année aussi à ouvrir la cantine un peu plus. C'est un lieu pour nous communal, un lieu public, et du coup on se pose la question en fait et puis il y a aussi en fait des personnes qui sont hyper intéressées de venir en fait lors du repas du midi. Créer un lieu intergénérationnel pendant le repas du midi, quelques fois par mois là. En fait, on va essayer de lancer ça assez rapidement. Et puis d'autres idées, mais voilà, on va on va essayer d'aller les unes après les autres, parce que là, si on voulait ouvrir aussi la cantine le soir, donc là, c'est vraiment une idée d'élu. Les agents sont à peine à peine ok en fait là-dessus, mais du coup on est au travail avec eux, se dire bah voilà, est-ce que c'est quand même un outil communal, est-ce qu'à un moment ou l'autre en fait on pourrait aussi ouvrir en fait la cantine quelques soirs par mois, ou quelques soirs par année, voilà. Alors du coup, s'il y a des communes là autour de la table qui sont qui sont travaillent là-dessus, moi je suis preneur de plein d'idées autour de ça, parce que c'est aussi en fait pour nous, on n'a pas forcément un super on n'a pas de restaurant de soi en fait à Plessé. Alors on est quand même une commune de 5000 et quelques habitants, et du coup ça pourrait être aussi un lieu de convivialité intéressant. Bon bref, on en reparlera un autre jour. On se réinvitera tous ensemble autour de ça.
Voilà par rapport à favoriser les circuits courts, voilà, vraiment vous avez bien compris, la démarche était vraiment d'aller jusqu'au bout en fait de la commercialisation des produits en fait fabriqués et produits en fait sur une commune. Là, c'est tout un travail au niveau de la protection des ressources de la commune. Alors, un travail au niveau de la gestion de l'eau, de la préservation du bocage et de la protection de la biodiversité. On a vraiment créé en fait un groupe de travail autour de ça. On ne le fait pas tout seul non plus, ce travail-là. On a la chance en fait d'avoir un syndicat du bassin versant hyper actif en fait sur notre territoire et comme dans beaucoup de territoires aussi. Je pense que c'est bien de travailler avec eux parce que c'est des experts, ils nous apportent plein d'idées. Avec eux, on peut construire aussi des projets. C'est vraiment hyper intéressant de travailler avec eux. Et du coup, on a mis en place en fait l'inventaire bocager sur la commune qu'on a intégré au PLU avec le syndicat du bassin versant Cherdon-Isaac, nous c'est comme ça qu'il s'appelle chez nous. On a aussi mis en place en fait un repérage de toutes les mares sur la commune et on se rend pas compte mais en fait sur une commune comme 10 000 qui fait 10 000 hectares à Plessé, on a quand même quelques 370 mares en fait encore existantes en fait sur le territoire. Donc c'est pas rien et du coup il faut absolument en fait les sauvegarder parce que voilà ça c'est un patrimoine existant et qui aide beaucoup la faune et la flore en fait sur notre territoire. Voilà. Euh, le groupe de travail au niveau de la biodiversité aussi travaille en fait sur le bocage plécéen. Là, on a la chance en fait d'avoir eu un bois qui nous est donné à l'euro symbolique, alors, ouais, vendu à l'euro symbolique par la région au Pays de Loire. Et du coup, c'est pas ça fait plus de 100 hectares, donc Plessé devient la commune la commune forestière la plus étendue en fait sur le territoire, donc sur le département avec ces 100 hectares-là. Et du coup, on a vraiment des chouettes projets autour de ça parce que voilà, nous en tant que commune, on a besoin de bois des fois pour faire de l'immobilier urbain et autres. Donc on va s'en servir parce que voilà, c'est du bois en fait qu'on peut mettre en bois d'œuvre. On a travaillé aussi avec le groupe sur l'affouage. Alors l'affouage en fait, c'est la mise à disposition en fait d'un lopin de terre boisé à des habitants ou des habitantes qui peuvent venir faire le bois et puis en retour, voilà, ils cubent leur bois et puis on leur vend à tant d'euros le mètre cube. Du coup, voilà, c'est des choses qui existent pas trop sur notre région, mais qui existent un peu plus dans les régions forestières. Donc, on a copié en fait ce qui existe là-bas. Voilà, grosso modo, il y a je vais parler de ça quand même, de la restauration en fait des cours d'eau du Beaumont. Alors, vous n'êtes pas censé ne pas savoir qu'on a été plus ou moins avec beaucoup d'eau ces temps-ci par chez nous là, du côté de Redon et autres. Et n'empêche en fait que cette restauration en fait des cours d'eau du Beaumont par exemple là, fait par le syndicat Cherdon-Isaac nous a permis en fait d'être vraiment moins inondés en fait sur certains villages nous à Plessé. Et quelque part en fait on voit bien en fait que ces actions-là qui coûtent quand même de l'argent public eh bien en fait apporte en fait des solutions pour des trop d'eau pardon sur des moments donnés et apporte des solutions justement au changement climatique puis voilà comment on accueille tout ça en fait sur notre territoire. Ils ont tout bonnement redressé en fait tous les cours d'eau du Beaumont qui avaient été mis très droite et très longiligne pendant les remembrements. Et du coup là, ils leur ont donné une courbe en fait au cours d'eau qui fait que l'eau est arrivée beaucoup moins plus lentement en fait dans le bas de Plessé et du coup moins d'inondation. Donc topissime. C'est ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature, tout Voilà. simplement. Voilà là-dessus. Et puis le dernier volet en fait de notre politique, c'est Donc, Rémi, communiquer. je me permets Ouais. juste sur la slide d'avant, tu peux parler très brièvement, mais du travail qui est engagé avec la Chambre d'agriculture sur les échanges parcellaires. Ah oui, c'est vrai.
Ouais, mais c'est plutôt sur le foncier, mais bref. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié de dire. Ouais, 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 c'est c'est moi faux. qui l'ai pas mis sur Il est pas marqué. il est pas marqué. Euh, ouais, tout à l'heure, on a parlé du foncier, qui parfois, en fait, est compliqué pour les agriculteurs à lâcher. Euh, et du coup, avec le petit groupe de travail, avec le petit groupe de travail là, on s'est dit ben on va peut-être le penser autrement et peut-être en essayant en fait des échanges fonciers entre agriculteurs sur la commune, eh ben, peut-être que les agriculteurs vont se détacher en fait de ce lopin de terre là, et puis peut-être que derrière en fait les installations ou les transmissions seront plus faciles. Ou peut-être en fait que une ferme va peut-être avoir besoin de moins d'hectares parce que plus d'hectares autour de sa ferme et d'être beaucoup plus intensive et puis comment dire efficiente en fait au niveau des hectares de terre parce que des fois en fait quand on exploite des lopins de terre à 5 km par exemple, on les exploite moins bien que quand on a des lopins de terre aux portes de son exploitation agricole. Donc c'est un peu l'idée qu'on s'en fait. On a fait une réunion publique et là une vingtaine de fermes sont déjà partantes en fait pour travailler sur ce projet-là qui est simplement en fait un projet d'échange amiable en fait de foncier agricole entre agriculteurs. Et ça, en fait, ce projet-là va être animé au niveau de la commune par la Chambre d'agriculture, voilà, qui a mis ça déjà en place dans plusieurs communes par chez nous. Et à chaque fois, en fait, ça apporte du bien aux agriculteurs. Ça apporte aussi le fait que les agriculteurs parlent du foncier entre eux. Et ça, c'est pas anodin, n'empêche aussi. C'est qu'on ouvre un peu, on ouvre ses idées, on ouvre son cœur par rapport à tout ça. Donc un beau projet à venir pour 2025-2026. C'est un projet qui va durer sur 2 ans. Voilà. Et puis dernière, communiquer positivement sur l'agriculture. Juliette en a parlé tout à l'heure. On a mis en place des journées du patrimoine agricole sur Plessé. Donc si vous pouvez passer la slide, là c'est la slide numéro 6. C'est du coup les journées du patrimoine agricole. C'est aussi la mise en place en fait sur la gazette de portraits de fermes. On essaye de mettre 3 portraits sur chaque gazette, même si des fois on a du mal à mettre les trois, mais voilà. Ce qui nous fait, nous aussi, en fait, cette petite action qui a l'air de rien, ça nous emmène, en fait, sur les exploitations agricoles. Et j'y étais ce matin, par exemple, et là, du coup, en fait, ben, tu passes un temps fou sur la ferme. C'est des gens, parce que 10 400 hectares, voilà, c'est 10 kilomètres sur 10 kilomètres, grosso modo. Et des fois, en fait, les fermes de l'extrémité de la commune, on les voit pas souvent. Et du coup, d'y aller vers eux, de demander bah, comment ça va, comment vous voulez parler de votre ferme, c'est eux qui sont libres en fait de parler de leur ferme comme ils veulent. Et du coup, en fait, eh ben, on parle de plein de choses très techniques souvent, mais aussi ben voilà des rapports avec le voisinage, des comment ça va au niveau de la CUMA, comment ça va, voilà, et ça amène plein de sujets. Et du coup, bah, pour moi, c'est important en fait de d'aller vers les agriculteurs et les agricultrices pour ce rôle-là. Voilà, je sais plus ce qu'il y avait. Est-ce que vous pouvez passer à la slide numéro 6, s'il vous plaît? Voilà. Du coup, communiquer positivement, c'est aussi créer un réseau d'agriculteurs et d'agricultrices, voilà, dynamique. On a mis, voilà, il y a 26 installés sur la commune depuis quelques années et du coup ben, on les invite. On a fait une matinée des nouveaux installés avec Juliette là, à l'automne dernier et là c'est pareil en fait on n'a rien prévu. On a juste prévu en fait le petit déjeuner et là ben, on laisse parler même si Juliette a quand même prévu un petit plan et tout ça mais mais on laisse quand même libre cours en fait à l'envie en fait des paysans et des paysannes en fait sur ces moments-là. Et du coup, à chaque fois, ben on entend des choses. À chaque fois, en fait, les gens sont hyper contents d'être là. Ils parlent entre eux. Voilà, je trouve ça. Et puis là, il faisait hyper beau. C'est une des seules journées où il a fait beau cette année. Donc,
Donc c'était vraiment très intéressant. Et puis voilà, derrière, eux, ils se disent, bah, ouais, faut qu'on amène encore d'autres porteurs de projets sur Plessé, faut que vous, la commune, vous fassiez ça plutôt que ça, et tout ça. Et du coup, ça nous fait aussi changer aussi notre fusil d'épaule de temps en temps, et du coup, c'est pas rien. Voilà. Je rajoute juste un petit point là-dessus. Dans nos accompagnements depuis 2021, là, des nouveaux installés qu'on a effectivement fait retrouver lors d'un petit déjeuner jeunes installés, on les a souvent, comment dire, on les a souvent invités à se retrouver, à se voir en dehors. Ils ont commencé en fait à établir une dynamique et qu'on a appelé le groupe jeunes installés. Ils ont vraiment tissé des liens qui font que parfois, enfin, on voit, c'est de l'informel, mais c'est ce qu'on voit. Ce qu'on observe, c'est que quand ils ont l'un un stagiaire sur leur ferme, l'autre un salarié qui s'intéresse à l'installation ou juste qui veulent être salariés sur la commune et cherchent de l'emploi, quoi. On a vraiment ces échanges-là qui se font. Et voilà, c'est de l'informel, mais finalement, c'est parce qu'il y a eu de l'animation au départ et qu'il y en a encore régulièrement et de la communication entre la commune et ses jeunes installés, que après ça attire d'autres, ou en tout cas ça permet de faire réseau et aussi parfois de se serrer les coudes quand il y a des difficultés. Voilà. Je vais juste répondre par rapport à une remarque dans le chat sur les démarches participatives. Parce qu'en fait, c'est la colonne vertébrale de l'ensemble de ce qu'on vous a présenté. Les comités consultatifs dont Rémi pilote, donc on vous l'a expliqué en tout début, il y a des volontaires investis à Plessé qui sont vraiment différents. Il y a des anciens agriculteurs, des nouveaux agriculteurs, des gens de la société civile, etc. Donc, et avec des sous-groupes qui ont été formés, avec des groupes projets, voilà, sur des projets spécifiques, comme la cantine, par exemple, le passage en régie. On a à chaque fois, on refait la même chose, c'est-à-dire qu'on remet autour de la table, par exemple sur la régie, bah, c'était des habitants, des représentants d'écoles, de parents d'élèves, je veux dire, des agents, voilà, toujours bien avoir la démarche participative, elle est auprès des publics et auprès de ceux qui font les politiques publiques, donc les élus et les agents, parce qu'il y a l'aspect technique qui est très important. Et en fait, ça, c'est tout le temps. Par exemple, les journées du patrimoine, où on a fait les journées du patrimoine agricole, ben là aussi, c'est des habitants, c'est des élus, il y a des agents qui aident pour mettre en place, voilà, concrètement les choses. Et donc à chaque fois, c'est faire en sorte que les habitants puissent s'emparer d'un sujet qui soit spécialiste, soit pas du tout, euh, de façon à ce que on monte tous en compétences, particulièrement sur le milieu agricole qui, comme l'a dit Rémi, est plutôt un domaine qui travaille assez en silo. Et c'est justement pour déconstruire ça et pour ouvrir. Donc cette ouverture, elle demande du temps parce que en effet, les pratiques agricoles, justement, ayant toujours été en silo, ont toujours été en interne. Entre eux, et c'est pas toujours facile d'accueillir les autres personnes euh, et on le voit même au sein du monde agricole où il y a les porteurs de projets qui ne sont plus les filles, les fils ou de la famille, mais des personnes qui arrivent complètement de l'extérieur. C'est des mondes qu'il faut se faire rencontrer. Et c'est ça de faire de la participation citoyenne, c'est de mettre les gens autour de la table sur des sujets, les monter en compétences pour que tout le monde arrive à avoir un même niveau d'information pour pouvoir après déjà déconstruire des idées reçues, de pouvoir répondre à des questions et puis que chacun puisse véhiculer aussi après une politique globale. J'ai bien aimé la remarque tout à l'heure, je la retrouve pas là, mais comment voilà, est-ce que c'est du favoritisme d'avoir des choix politiques bon, alors ça mériterait un vrai débat. Mais clairement, oui, on fait des choix politiques qu'on assume. Et je trouve que c'est le rôle aussi des élus
En tout cas, d'avoir des choix clairs. C'est pour ça qu'on est élu et c'est aussi, mais nous, notre choix n'est pas seulement de dire, ben, ça, c'est nos idées, parce que il y aurait toute la construction de notre élection qui a été faite avec les habitants, justement, mais ça pourrait faire l'objet d'un autre webinaire. Et en intelligence collective, on arrive à avancer beaucoup plus vite. Alors, beaucoup plus vite. Comme on dit, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. En tout cas, ça prend plus de temps au départ, parce que évidemment, d'avoir plus de monde autour de la table, Rémi l'a dit, les premières réunions à 45, c'est pas toujours facile, mais en tout cas, c'est cette montée en compétence permet après d'aller plus rapidement sur l'opérationnalité des projets. Je vois que du coup, il y a plein de questions, donc on va peut-être pouvoir maintenant, et là, je vais laisser décider ensemble, monitorer Oui, tout on ça, va parce que là, passer. il y a plein, Ouais, plein de questions. super. Tout à fait. Bon, Bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main ou à les mettre dans le chat. Et puis voilà, si vous levez la main, on prendra les questions une par une. Et puis si vous les mettez dans le chat, on peut les prendre au fur et à mesure aussi. Euh, Sachant qu'on peut les noter et que si jamais il y en a qui n'ont pas de réponse, on peut essayer de les regrouper un petit peu. Donc n'hésitez pas même à lever la main pour prendre des questions directement à l'oral, auxquelles je pense que l'équipe de Plessé se fera un plaisir de répondre. je vais commencer du coup directement par la question. Quand vous dites que vous êtes passé en régie directe, quelle était la structuration de la cantine auparavant? Et une question de la même personne, comment faites-vous pour arbitrer entre les porteurs de projets? Alors, la régie directe, en fait, donc on avait déjà, donc on était avec une société de restauration. Les repas étaient déjà faits sur place. Euh, Donc finalement, on a eu il n'y avait pas une cantine, une cuisine centrale à fabriquer, elle était déjà là. Euh, Par contre, quand vous travaillez, enfin en tout cas avec celle avec laquelle on travaillait, euh, vous avez, c'est au niveau des achats où ça coince le plus. Alors c'est frais, etc. Il y avait déjà des marchés publics, un marché public pour la gestion concédée, avec des objectifs, etc. Alors il y a deux points d'écueil généralement. C'est, on met beaucoup d'énergie, on se fait souvent accompagner en tant que collectivité sur l'amont, c'est-à-dire l'écriture du marché public, les critères, etc. Par contre, on met pas souvent beaucoup d'argent derrière sur le suivi du marché public. J'alerte, voilà, c'est très important de mettre autant de soin à suivre qu'à écrire, parce que voilà, c'est pas du flicage, mais c'est juste s'assurer que les objectifs que vous mettez dans votre cahier des charges sont bien suivis. Et faut être précis là-dessus. Et il y a des organismes qui font ça, s'il n'y a pas les moyens en interne de le faire. Et et puis le deuxième point d'alerte, c'est sur les achats. Voilà, la société de restauration, avait un groupement d'achats. Donc même si c'était fait sur place, les ingrédients sont choisis dans une base de données qui généralement c'est des acheteurs qui sélectionnent les producteurs, etc. C'est très compliqué pour un producteur tout seul de rentrer dans ces bases d'achat. Pour tout un tas de raisons qui là aussi mériteraient un autre temps plus long. Mais pour nous, c'était très important de pouvoir reprendre la main sur vraiment de la fourche à la fourchette. Et ça, vous pouvez le faire que quand vous maîtrisez la chaîne complète. Et sur les porteurs de projets, comment on les choisit? On les choisit pas. Ah, Rémi, Oui, peut je peut-être connais pas. je vais compléter. peut-être compléter juste. Effectivement, le travail de la commune permet de créer du lien, mais n'est pas. L'idée, c'est pas de se substituer ou de créer une agence matrimoniale entre porteurs de projets et cédants d'entreprises agricoles. De toute façon, le dernier mot reste toujours, enfin, ça reste toujours aux agriculteurs et agricultrices. Et donc, en fait, il y a pas, ce sont pas des fermes communales, hein, c'est bien vraiment des accompagnements d'acteurs de l'économie agricole. Et donc, après, chacun va après suivre sa propre voie en fonction de ses envies, etc. Il y a des données aussi économiques qui sont en jeu. Mais là, nous, on va accompagner les fermes, accompagner les porteurs de projets, mais en aucun cas, on va décider, faire un choix en fait entre des porteurs de projets. Il se trouve qu'il n'y a pas non plus
Ça se trouve, enfin, à ma connaissance, il n'y a pas souvent deux porteurs de projet sur la même ferme, hein, comme on est plutôt en pénurie de porteurs de projet. Rémi, t'es peut-être pas tout à fait d'accord, mais s'il peut y en avoir, s'il y a des agrandissements, effectivement. Mais en tout cas, des installations, c'est souvent il y a des temporalités assez différentes et donc ça se retrouve pas comme ça. Mais de toute façon, ce serait pas à la commune en fait de trancher puisque ce sont voilà, les personnes sont libres de de la vente de leur ferme. On n'a pas de pouvoir d'action là-dessus. Ouais, là-dessus, juste un exemple concret en fait sur la commune. Il y avait une trentaine d'hectares en fait qui partaient, qui étaient vendus là. Et du coup, quand il y a la vente, comme je vous ai expliqué, en fait, ça passe par l'outil Vigifoncier en fait de la SAFER. Donc nous, on est au courant de cette vente-là. Et du coup, on sait qu'il y a des porteurs de projets qui peuvent. Oh là, j'ai plus de batterie. Euh, ça va peut-être s'arrêter, hein, je suis désolé. On Euh, prendra le relais, Rémi, t'inquiète. Ouais, il y a peut-être des porteurs de projets en fait qui sont intéressés. Donc là, il y avait des porteurs de projets intéressés pour asseoir en fait leur exploitation. Et du coup, à côté, il y avait quatre fermes en fait qui s'étaient positionnées pour simplement des agrandissements alors qu'ils étaient déjà. Et du coup, voilà, nous, on a positionné un porteur de projet. La commune a positionné un porteur de projet sur ces hectares-là. À côté, il y avait les quatre autres fermes, et du coup, c'est la commission en fait de la SAFER qui décide derrière. Et c'est pas nous qui décidons. Et du coup, ça passe en commission, et c'est la commission de la SAFER en fait a décidé que c'était aux deux fermes en fait qui se partageaient les terrains plutôt qu'à l'agrandissement. Mais voilà. Et dans la commission SAFER, ben, il y a des syndicats, il y a des propriétaires, il y a des chasseurs, des banques, bon bref. Et du coup, c'est eux qui décident, c'est pas nous qui décidons. Mais du coup, parfois, sans doute, parce que c'est accompagné par la commune, parce qu'il y a une politique agricole communale en fait derrière, eh bien en fait les décisions sont peut-être prises en fait dans ce sens-là au niveau de la SAFER aussi. Et au niveau de forcément des fois c'est pas que des ventes, c'est aussi en fait des locations de terrain. Et les locations de terrain, eh bien ça passe par le schéma directeur, la CDOA en fait départementale. C'est ma directeur d'orientation agricole. Et du coup, là, c'est pareil. Eux, ils ont une nomenclature et en fait, ben, suivant en fait la nomenclature, et ben, la première décision, c'est d'abord en fait, on installe en fait des gens après l'agriculture bio. Bon, bref, en fait, et du coup, ben, si ces terres-là en fait sont vouées à l'agrandissement, eh ben, ça sera non si à côté en fait il y a un porteur de projet, un jeune installé qui veut s'installer là-dessus, quoi. Donc voilà, nous, on est vraiment, comme on vous le redit, on est juste animateur de la chose, mais n'empêche qu'en étant juste animateur, eh bien, on a quand même un poids, en fait, quelque part, un poids politique autour, en fait, de cette économie agricole. Je vais charger mon chargeur. C'est la parole à Monsieur Lino Morin pour sa question. Je vais juste reprendre une question qui a été notée dans le chat pour faire un petit peu dans l'ordre. Une question de Valérie Urman. Comment, dans le cadre participatif, abordez-vous les controverses, les points de conflit, par exemple sur les usages de l'eau, de la biodiversité, de la chasse? Euh, Sereinement. Oui, ben forcément, quand vous touchez sur un sujet comme l'agriculture, il y a beaucoup de sujets de controverse qui peuvent arriver. Euh, Bah, là encore, c'est d'avoir de pas rester chacun dans son sillon, si je puis m'exprimer ainsi, en mettant tout le monde autour de la table. Alors on résout pas tout, hein, et puis c'est pas non plus le monde des bisounours à Plessis. Il y a des problématiques, mais voilà, c'est d'arriver petit à petit à ce que les gens justement s'emparent de ces espaces de dialogue citoyen où ils peuvent venir et on invite au maximum, voilà, au contraire, ceux qui sont pas contents ou ceux qui sont pas du tout d'accord avec ça, c'est de les écouter aussi, d'entendre d'où ils partent et comment on fait pour avancer tous ensemble. Voilà, alors les usages de l'eau, on n'est pas encore tout à fait nous confrontés, mais ça va venir, hein. On voit bien qu'en France, il y a eu des conflits dans le sud-est, et puis ça va arriver de toute façon. Donc comment on gère ça? Ben voilà, on n'y arrivera pas en étant chacun campé sur sa position. Il faut vraiment qu'on comprenne. Euh,
Voilà. Et puis, bah, je pense que justement, l'intelligence collective et le fait de mettre tout le monde autour de la table, ça fait que chacun est entendu aussi, avec une ligne, même si la ligne politique, elle est claire, mais de faire de la participation. Ça permet aussi d'avoir des habitants, je réponds en même temps à une autre question, comment on monte en compétences, etc. Alors, nous, on s'est fait accompagner par Cap 44 sur tout ce qui est transmission, foncier, etc., animation. Mais on a de la chance en ouvrant nos comités aux habitants, c'est d'avoir des gens qui sont très spécialistes et qui sont ravis de partager voilà, on a des gens qui travaillent à la Chambre d'agriculture, on a des agriculteurs, on a, je pense à quelqu'un qui travaille à la Fédération de pêche, voilà, des gens qui ont des métiers à côté, qui sont spécialistes et qui viennent donner de leur temps aussi et leurs compétences pour informer et monter en compétence les autres habitants. On l'a sur d'autres thématiques. On a un autre comité qui s'appelle Comité cadre de vie transition territoriale. Bon, en gros, c'est travaux et urbanisme, mais c'est beaucoup plus vendeur en l'appelant autrement. Et là aussi, c'est pareil, il y avait des gens qui étaient spécialistes de certains domaines et qui, en fait, gratuitement, ont monté en compétences les uns et les autres. Et c'est ça la magie d'avoir même si on a besoin de se faire accompagner parce qu'on a des ressources à Plessé, on fait partie des grandes communes, des petites communes rurales. Malgré tout, nos moyens humains sont limités, donc on a besoin de faire appel à d'autres personnes, mais sûrement moins que si on était juste entre élus. On n'est que 29 autour de la table. Jamais on n'aurait fait ce qu'on a fait, particulièrement sur ces questions agricoles, euh, juste entre élus, quoi. Ça aurait été impossible, et même avec l'aide de Cap 44, tout aussi qualitative soit-elle. Et par contre, c'est un choix politique d'avoir mis de l'argent pour être accompagné chaque année mais au regard des investissements globaux, c'est pas grand-chose en fait. Enfin, je veux dire, l'investissement en argent n'est pas grand-chose par rapport à tout ce que ça peut apporter derrière, plus la participation citoyenne. Ça fait que voilà, on a un panel large de savoir et de compétences. Merci. Lino Morin, si vous voulez poser votre question. Ah bah, c'est moi ou il a disparu? Je vous entends pas. Je pense qu'il a disparu. Ouais, il a disparu d'un coup. Bon, il va Bon. sûrement. Moi, je le vois bien à l'écran, mais son micro ne marche Ah, pas, je pense. non, on vous entend pas. Non, on vous entend pas. Écrivez peut-être votre question sur le chat, du coup, parce qu'on vous entend pas. Il n'y a pas de son. Le temps qu'il se Ouais, reconnecte ou on va voir. je voulais juste compléter Ah, Aurélie en fait aussi ouais. sur les habitants et les habitantes qui viennent nous rejoindre. En fait, ils nous mettent même la pression entre gentiment, mais n'empêche en fait que quand en fait tu lances un projet et tout ça et que du coup bah en fait ces gens-là ils suivent ce projet-là quoi. Et puis du coup bah t'en es rendu où ou qu'est-ce que ça devient? Voilà. Du coup eh ben on est quelque part obligé d'avancer derrière quoi. C'est pas C'est on pas se évident. dit c'est pas on se dit on lance des projets comme ça et puis du coup ça on verra bien s'ils viennent ou pas. Eh ben non, quand t'as des habitants à côté de toi, eh ben t'es Faut obligé d'y suivre. aller hein, parce que Et parce du que coup, il y avait une parce question que il y avait une question qui revenait sur ce point. Comment vous recrutez ces habitants bénévoles? Comment vous faites? Alors globalement, on a à peu près 300 habitants qui nous ont rejoints depuis 2020. Euh, il faut énormément communiquer parce que la population se renouvelle bah, tout le temps en fait, donc il faut tout le temps rappeler qu'on fait de la participation citoyenne, que nos comités sont ouverts à l'ensemble des citoyens, enfin des citoyennes et des citoyens. Donc ça, c'est ben, régulièrement de communiquer dessus. Euh, on n'a pas encore un des points qu'on aimerait sur lesquels on aimerait avancer, c'est le tirage au sort pour avoir un des personnes qui viennent bénévolement et aussi tirer au sort des personnes pour s'assurer qu'on n'a pas toujours les mêmes ou que des personnes qui seraient intéressées, etc., etc. Au début du mandat, quand on a ouvert les comités, on a écrit ensemble une charte des VIP
des volontaires investis à Plessé, pour vraiment cadrer, parce que plus vous faites de participation citoyenne, et ça, voilà, c'est une règle unanime. Plus vous faites de participation citoyenne, plus la décision, donc, elle est horizontale, ça prend plus de temps, et c'est important d'avoir un cadre extrêmement défini, un processus de décision qui est clair, bien compris, qui prend la décision entre le comité, le bureau, le conseil municipal, etc. Quel est le rôle de ces VIP? Donc tout ça, on a écrit une charte pour que les gens s'engagent. Alors chez nous, ils s'engagent pour 1 an, parce que la question était récurrente de savoir pour combien de temps on s'engage. Donc on avait dit 1 an, sachant très bien que les gens peuvent rester juste le temps d'un projet qui peut durer moins d'1 an, ou rester plus. On a encore des VIP qui sont là depuis 2020. Euh, donc, on, nous, on a démarré, voilà, en 2020. Il y a eu le Covid au départ, etc. Donc, on est toujours dans l'expérimentation. À Plessé, on n'est pas un exemple, on est une proposition parmi tant d'autres. Chaque territoire est différent, donc vous aurez compris on a rien inventé à Plessé. On a juste pris des outils qui correspondent à ce que nous fonctionne avec notre histoire, notre territoire. Et j'invite toujours les communes, ben, nous, on a été voir ce qui se passait ailleurs, on a pris des outils et on transmet ces outils comme on nous les a transmis et chacun doit se faire sa boîte à outils et voilà, parce que l'agriculture, notamment là, peut être différente, enfin, de façon très évidente, elle est différente d'une région à une autre et d'un territoire à un autre. Donc voilà, tous ces outils. Et on a aussi, bah voilà, c'est une expérimentation. Ça fait 5 ans avec un démarrage pas facile avec le Covid. Donc c'est sur le long terme qu'on pourra vraiment voir. Donc pour l'instant, on n'a pas encore tout à fait. Enfin, sur certains projets, on a testé le tirage au sort. On l'a pas fait sur le comité de Rémy parce qu'en fait, le comité de Rémy est extrêmement populaire. Il y a plein de monde. Donc voilà, on n'a pas de besoin particulier, mais on n'a pas non plus fait une étude sociologique de tous nos VIP, ce qui serait sûrement intéressant à faire. Et je vous dis, la marge de progression, elle est encore bien large. On a vraiment encore plein de progrès à faire ou d'autres choses à tester, à essayer, mais surtout le nombre d'habitants, c'est 5400 habitants sur Plessé. Ce que j'invite, c'est de d'oser, d'aller, de faire les pas de côté, d'aller sur des domaines qui sont propres à votre commune. En fait, voilà, nous, la question agricole était une question très importante sur notre commune, qui l'est peut-être pas du tout sur une autre commune rurale, etc. Parce qu'on est tous de configurations différentes. Mais c'est vraiment d'y aller, d'aller chercher, d'expérimenter. Ça marche. Nous, il y a des choses qui ont bien marché, d'autres qui n'ont pas marché. C'est pas grave, quoi. Faut y aller. Faut rester optimiste surtout et faire avec les gens. C'est passionnant. Lino Morin, c'est bon, vous avez du Ouais, son? peut-être je serais... Super. Est-ce que vous m'entendez là ou pas? Très Oui. bien. Oui, super. Merci beaucoup. Super. Oui, moi j'avais envie de prendre la parole bah, déjà pour remercier tout ce qu'on nous a présenté, les personnes qui sont venues présenter aujourd'hui. C'était vraiment très intéressant, inspirant. Moi j'ai quand même envie de faire une petite remarque aussi qui est que je trouve qu'il faut tendre le cou à cette idée reçue que cette phrase-là qu'on entend seul, seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Enfin, moi, j'ai jamais vu trois personnes sur un bateau qui sont un peu coordonnées aller moins vite et moins loin que quelqu'un qui est tout seul, quoi. Donc, enfin, pour moi, il y a un truc là qu'il faut vraiment aussi se sortir. Il y a le temps de la coordination qui est important, qui ralentit peut-être au départ. Alors, tout seul, on part plus vite, mais on n'arrive pas plus vite ni plus loin, quoi. Donc, voilà, ça c'est une petite remarque parce que je trouve qu'il faut, il faut quand même tordre le cou à cette idée reçue là. Mais moi, ma question, mon interrogation, c'est sur l'aspect de la transmission parce que là où je suis, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup, transmission des exploitations agricoles et notamment aussi avec le changement de terre, de propriété là, du foncier, c'est un gros sujet important. Et puis sur l'aspect dans les communes agricoles, rurales. Et nous, la difficulté qu'on a quand même, c'est le fait d'avoir des porteurs de projets. Et donc, c'était là aussi la question de est-ce que c'est par Cap 44, par quel réseau d'information aussi le, enfin, vous faites venir, parce que j'ai entendu tout à l'heure Monsieur Bell dire que
en fait, au bout d'un moment, le mot était passé et que donc les gens venaient d'eux-mêmes à Plessé en disant on sait qu'ici on peut s'installer, mais dans cette phase avant, on va dire avant que le mot passe, par quel relais, comment ça se fait? Voilà, c'est vraiment une question qui m'intéresse beaucoup. Et merci. Je réponds. Alors là, mais j'ai aucune idée, moi, comment ça se fait. C'est comme dit Aurélie, on n'a pas la recette miracle, hein. C'est, en fait, ce que disait aussi Juliette tout à l'heure, c'est vraiment de un, d'avoir lancé ce truc-là, déjà, d'une animation agricole sur une simple commune, comme Plessé, c'est pas rien. Euh, et puis, euh, et puis peut-être que les premières personnes qui sont arrivées là depuis 2 ou 3 ans en fait, qui sont venues s'installer en fait sur Plessé, ils ont un réseau aussi. Ils en parlent autour d'eux. Voilà, un réseau de trentenaires, on va dire ça comme ça, qui ont déjà vadrouillé à droite à gauche avant d'être agriculteurs ou agricultrices. Et quelque part, en fait, ils se sont créés des réseaux. Alors des réseaux via en fait leur école. Voilà, il y a pas mal qui sortent en fait des écoles d'ingé. Et puis du coup, en fait, eh bien, ce réseau-là, ben, il est assez large. Et du coup, ils appellent leurs copains ou copines, voilà, s'il y a des terres ou des fermes en fait qui se libèrent sur Plessé, ou simplement en fait quand on a besoin d'un associé ou d'un salarié en fait, voilà. Et ça me fait dire aussi que je redis encore une fois aussi, euh, faut pas attendre en fait d'avoir 55 ans, 60 ans en fait pour transmettre ta ferme. C'est aussi peut-être à 50 ans ou même à 45 ans de se dire ben pourquoi pas d'accueillir un salarié ou une salariée à 2 ou 3 fermes. Et puis c'est facile nous parce qu'on est des producteurs de lait et que du coup on travaille aussi en CUMA, donc c'est facile en fait de se donner le mot par rapport à ça. Euh, mais c'est important en fait, parce que peut-être que ce salarié ou cette salariée-là, elle va rentrer en fait sur le territoire de Plessé, elle va s'y trouver bien, et du coup, bah, peut-être que au bout de 5 ans, eh ben, elle voudra s'installer avec son patron ou sa patronne, et puis du coup, ainsi de suite, et puis prendre la ferme. Je pense que on a besoin aussi d'innovation en fait dans les transmissions de ferme, et c'est le mot qu'il faut faire passer parce que il y a aussi des paysans et des paysannes en fait qui sont fatigués à 50 ans, qui sont fatigués à 45 ans, ils sont usés et du coup ça nous donne nous, alors je suis dans cette dans cette catégorie-là, ça nous rebooste aussi en fait pour finir notre activité en fait agricole en fait jusqu'à la retraite. Voilà, d'avoir des jeunes auprès de nous, c'est génial. Alors des fois en fait moi je leur dis de se calmer un peu parce que ils arrivent aussi avec leur idées théoriques et autres et tout ça. Elle dit, bah ouais, mais là, vous êtes quand même dans un monde d'agriculteurs et d'agricultrices qui sont là depuis une vingtaine, une trentaine, une quarantaine d'années. Et du coup, ils ont créé en fait leur historique, quoi. Donc, venez pas tout casser cet historique-là, mais venez à côté, petit à petit, amener en fait d'autres idées et pas tout casser d'un seul coup, quoi. Mais voilà, en fait, et du coup, je pense que voilà, c'est ça, c'est cette effervescence-là qui amène en fait des porteurs de projets vers Plessé. Mais je suis d'accord avec toi, c'est que euh, on va manquer un peu à un moment ou l'autre en fait de porteurs de projets. On le voit bien en fait en production laitière. Là, c'est pas ce qu'on a de plus. Donc à nous en fait, c'est pour ça qu'à côté on a mis voilà comment rendre en fait ce métier beau, qu'il est déjà très beau, mais comment le communiquer comme quoi en fait c'est quand même le plus beau des métiers quoi. Ah, Merci. vas-y, donc, ouais, ouais, ouais. Il y avait encore une question, puis après, je pense qu'on va pouvoir commencer à clôturer parce qu'il est 16 heures et qu'on avait dit que du coup, c'était juste 1 heure et demie de webinaire. Mais il y a une question sur la transformation à laquelle je pense que vous pouvez répondre si vous voulez, si je la retrouve. De Nathalie Pluchon de Castanet-Tolosan qui demande si un des maillons qui n'a pas été cité concerne la transformation. Est-ce que vous avez des actions sur ce domaine-là? On a déjà Euh, du camembert.
Non, on n'a pas. Après, c'est des actions privées en fait de fermes en fait qui veulent transformer une partie en fait de leur production en produits locaux avant de sur place. Et là, on n'a pas forcément la main, mais n'empêche aussi c'est pareil là en fait parce qu'il y a plusieurs en fait sur la commune qui transforment, ça amène en fait d'autres personnes à vouloir transformer aussi parce que voilà. Parce que le panier, en fait, le panier alimentaire, en fait, de la commune de Plessé, il n'est pas complètement plein, quoi. Comme je disais tout à l'heure, il manque des fruits, il manque aussi quelques produits transformés et autres. Donc, il y a encore, en fait, à travailler là-dessus. Mais une des idées, du coup, là, c'est plutôt Aurélie qui est là-dessus, sur le territoire zéro chômeur, qu'on va mettre en place, qu'on va mettre en place. Une des idées qui avait émergé, c'était aussi mettre en place une conserverie sur la commune par cette entreprise à but d'emploi. Mais du coup, voilà, on va le peut-être en deuxième rideau, mais c'est toujours en fait présent. On a nos maraîchers qui nous reposent des questions en fait autour de ce projet-là. Il y avait quelques maraîchers qui voulaient en mettre une en place en fait chez eux, donc pour l'instant ils sont dans l'attente. Voilà, je pense que ça va être un travail à remettre en place courant Ouais, 2025-2026. puis tu travailles ça aussi au niveau de l'agglo, en fait, avec Ah le oui. projet alimentaire territorial, en fait. Mm. Les outils de transformation à plus grande échelle, généralement, c'est intéressant de les avoir enfin, sur un territoire un peu plus grand qu'une commune. Enfin, ça peut être un axe aussi. Merci beaucoup. Je crois qu'on a répondu à peu près toutes les questions. S'il y en a encore quelques-unes qui Oui, restent. je voulais juste, peut-être qu'on n'a pas assez assisté là-dessus. Je parlais d'historique tout à l'heure. Quand les jeunes arrivent, je leur dis assez rapidement ça, qu'il y a un historique sur PC. C'est pas anodin en fait cet historique-là non plus parce qu'on part pas de zéro zéro complètement non plus en tant qu'élu quoi. C'est que il y a vraiment une démarche en fait collective des agriculteurs sur PC depuis très longtemps, par l'ECUMA, par autres et tout ça, par aussi des luttes syndicales qu'il y a eu en fait sur Plessé. Donc voilà, il y a vraiment un cœur en fait qui est là, qui est présent en fait à Plessé, de vouloir travailler tous ensemble, voilà, même si on n'est pas du même syndicat, même si on n'est pas des mêmes, qu'on n'a même pas les mêmes idées en fait politiques, on est vraiment à cœur en fait de vouloir travailler ensemble pour notre commune quoi. Et du coup ça c'est pas de nous quoi, c'est vraiment en fait ancré. Et je pense en fait que les personnes qui arrivent, qu'ils soient agriculteurs ou autres, ben ils arrivent en fait avec cet historique là et du coup ça emmène en fait, même nous, je pense en fait en tant que élus en fait dans la collectivité, on est à cœur en fait de transmettre encore ça pour les générations futures, quoi. Je sais pas s'il y a une histoire d'un d'un vivre ensemble à Plessé depuis très longtemps, mais voilà, c'est euh, c'est pas rien voilà, on part pas vraiment de zéro parce que je sais que dans d'autres communes c'est compliqué en fait cette action en fait de vivre ensemble. Il y a une question qui vient d'émerger d'Apolline Jeanne sur comment est-ce que vous collaborez avec les projets alimentaires territoriaux de votre territoire qui semblent portés par le département Loire-Atlantique? Et si oui, comment est-ce que les projets alimentaires territoriaux peuvent-ils aider à propulser, selon vous, ce type d'initiative? Bah, Euh, Rémi, tu peux dire, parce que ouais, bah ouais, forcément, on, on travaille avec le PAT de Redon Agglomération parce que c'est moi qui le porte, hein, donc je vais pas avoir deux têtes différentes. Euh, c'est pour moi en fait c'est même si j'essaye en fait au niveau de Redon-Agglomération avec les structures autour voilà on travaille aussi avec Cap 44 à Redon-Agglomération, on travaille avec les CIVAM, on travaille avec les GAB en fait et Accueil Paysan parce que c'est aussi ça et Terre de Liens et autres. Je trouve que c'est des actions beaucoup plus
beaucoup plus territorial, vraiment, et d'avoir donner quelque part l'envie. Pour moi, en fait, le PAT, c'est vraiment de donner l'envie aux communes, en fait, de travailler dessus, puis de donner les codes, en fait, les outils possibles, en fait, imaginables aux communes pour qu'on travaille sur l'économie agricole, sur l'alimentation, sur l'environnement, sur la biodiversité. C'est vraiment ça pour moi le PAT en fait de redagglomération. Parce que c'est compliqué en fait d'aller au cas par cas en fait quand tu es une agglo et d'aller voir une ferme ou l'autre. Moi je redis hein, c'est beaucoup plus simple pour nous élus de à Plessé en fait d'aller voir notre voisin, notre voisine en fait pour la transmission. On est au travail aussi avec le département 44 hein, qui a mis en place un PAD, un programme alimentaire départemental là. Et là, en fait, le PAD fait il met en relation en fait quelque part tous les PAT. C'est dur à mettre en place parce que voilà, comme dans tous les départements, voilà, ils coulent pas sur plat d'argent. Donc voilà, ils peuvent communiquer sur les actions qui sont mises dans chaque PCI, mais au-delà de ça, c'est compliqué. Par exemple, là, on a un projet en fait au niveau du département, sur le nord du département qui s'appelle, on a un projet en fait d'abattoir pour petits ruminants. Pour les cochons, ovins, caprins et voilà. Et, euh, et du coup, le PAD en fait de Loire-Atlantique, il est pas dans ce truc-là. Et du coup, voilà, j'ai redit ça aux copines hier. Il faut absolument en fait que le département soit dedans, quoi. Donc voilà, on va nous les PAT en fait des collectivités, on va aller le chercher en fait pour qu'ils soient avec nous en fait là-dessus parce que même s'ils n'ont pas de sous, c'est important en fait que tout un département soit derrière en fait un abattoir de petits ruminants comme celui-ci. Du coup, c'est d'un sens et dans l'autre. Pour moi, ça va dans tous les sens. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes ces explications, pour votre présence lors de ce webinaire. Je pense qu'on va pouvoir clôturer. J'ai l'impression qu'on a quand même répondu à un grand nombre de questions. En tout cas, nous, ça nous a fait très plaisir de pouvoir mettre en avant cette démarche qui, qu'on a beaucoup aimé au sein de Décider Ensemble, qui a été récompensé par les prix. Et enfin, ça a vraiment c'était vraiment important pour nous aussi de mettre ce sujet sur la table de l'agriculture, qui est un sujet qu'on voit assez peu. Et au-delà de ça, de mettre en avant une commune qui essaye de faire de la participation citoyenne le cœur un peu de ses processus. Voilà. Donc, le webinaire sera en ligne sur YouTube. Par ailleurs, on sera très heureux de vous retrouver lors des rencontres européennes de la participation à Strasbourg le 20 et le 21 mars. Il y a un prochain webinaire qu'on fera sur les violences urbaines et la participation citoyenne euh, qui ont aussi été primés par les prix de la participation citoyenne 2024. Et si jamais vous souhaitez candidater au prix 2025, l'ouverture des candidatures se fera début avril. Voilà. On est très content de vous avoir eu. Encore un grand merci de la part de Décider Et à Ensemble. tous, oui. Euh, merci, merci d'être venu et d'avoir participé, d'avoir partagé cette très belle expérience. On vous souhaite à tous une bonne fin de journée.